Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le vendredi 6 juin 2025 et vous écoutez votre podcast préféré, LCDE, le café de l'e-commerce et pas le café du commerce. C'est la saison 6 et c'est l'épisode 233. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous, le Café de l'e-commerce est votre podcast favori que vous écoutez en train de profiter de cet énième pont de juin, de préparer votre Summer Buddy ou de tester la Switch 2 après l'avoir acheté à la Fnac de Vélizy à 20h25, 5 minutes avant la fermeture et vous avez pris tout le package complet. C'était pas à minuit, Adrien ? Non, c'était minuit mercredi soir, mais je l'ai acheté jeudi soir. Enfin, je l'ai acheté, je connais quelqu'un qui l'a acheté, qui a tout fait pour se dépêcher de l'acheter, qui a pris Mario Kart World, tous les accessoires, le Pro Controller 2, etc. Donc voilà, je prévois de lancer un nouveau hors-série podcast, le Café de la Switch 2. Rejoignez-moi, alors on va lancer ça sur WhatsApp, mais il fallait que je l'achète Day One, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Notre promesse, ce n'est pas de décrypter l'actualité des jeux vidéo, mais de l'e-commerce à la sauce aigre tous. Incisif, mais jamais méchant. Tel est notre credo. Laetitia, je l'ai fait passer sur la boîte et maintenant que j'en ai parlé dans le podcast, il y a une justification pour avoir acheté la Switch. C'est du test, crash test. Le comptable va nous tirer les oreilles, mais je dis, non, il fallait que j'en parle dans l'intro, donc maintenant c'est bon, la justification est là. J'ai tapé dans le chat GPT, je te jure, est-ce que je peux acheter la Switch 2 sur la boîte? Et il m'a donné toutes les raisons valables. Ah, il m'a dit c'est chaud, mais voilà voilà les raisons. Mais ça passe, ok. Je l'ai pas vu passer, donc je vais me connecter. Non, puis je l'ai fait sur mon compte pro, mais pas celui-là. Bref, enfin bon, le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, de la Switch, non, du robot, de la cyber et de la claquette. Laetitia, Adrien, prêt, synchronisation des montres. Manque de temps pour la veille e-commerce, retrouvez l'essentiel de la semaine, du fun et de l'inédit dans la rubrique news simple et funky. Amazon déploie sa plateforme mobile Haul, dédiée à l'ultra low cost, les produits à partir de 1 euro, 1 dollar, 1 pound, au Royaume-Uni pour le moment pour contrer Chine et Temu. Alors ça avait été lancé aux États-Unis et donc là ça arrive en Europe, au Royaume-Uni pour commencer. Le modèle s'appuie sur des fabricants chinois avec des entrepôts en Chine et une livraison gratuite dès 15 pounds d'achat, mimant les stratégies des géants Chine et Temu. Amazon prépare une armée de robots livreurs et un test grandeur nature a déjà été lancé à San Francisco. Alors c'est selon un article du journal The Information qu'on a appris qu'Amazon se serait associé à Rivian, un constructeur automobile bien connu sur le continent américain pour ses camionnettes, afin de développer une flotte de livreurs d'un nouveau genre, des humanoïdes, pour livrer vos colis à vous, clients Amazon, de la façon la plus efficace possible. Eh bien, l'entreprise aurait décidé de tester 2 robots. Un modèle chinois développé par Unitree, notamment pour identifier les adresses des clients, mais aussi pour franchir des obstacles à l'extérieur et enfin déposer des colis en prenant toutes les précautions nécessaires. Le groupe Eram inaugure la première boutique physique de Claquette Market à Lorient. Après 60 000 paires écoulées via les corners et le web, Eram ouvre un espace 100% seconde main dédié à ses chaussures reconditionnées ou issues de l'abonnement Bocage. Située à côté d'un magasin Eram, cette boutique indépendante capitalise sur le succès du corner qui générait déjà 10% du CA local. Cette initiative confirme l'ambition circulaire du groupe familial qui combine reconditionnement local, prime de reprise bonifiée et mise en scène soignée pour démocratiser la mode durable. Carrefour enrichit son outil d'aide aux courses Hopla avec une solution dopée à l'IA. Alors 2 ans après Hopla, Carrefour va encore plus loin dans son application mobile grâce à une interface simplifiée. Et bien désormais, les clients se voient proposer des paniers basés sur leurs achats fréquents. Amazon teste des résumés audio générés par IA sur certaines fiches produits, permettant aux clients d'écouter les points clés grâce à des experts shopping virtuels. Basée sur des LLM, la fonctionnalité compile fiches produits, avis clients et infos web pour produire un script audio court, consultable via le bouton Hear the Highlights sur l'app mobile. Ce format immersif, ludique et multitâche illustre l'ambition d'Amazon de rendre la découverte produit plus fluide et engageante avec un déploiement progressif prévu, d'abord aux États-Unis, on verra si ça va arriver en Europe. Robotique, Aldébaran placé en liquidation judiciaire. 106 salariés sont laissés sur le carreau. L'ex-pépite tricolore de la robotique ferme définitivement ses portes et aucune offre de reprise malheureusement n'a été jugée recevable. Les 106 salariés qui sont encore en poste se verront licenciés d'ici à la mi-juin. On est désolé.
Victoria's Secret, victime d'un incident de cybersécurité paralysant son site web pendant 3 jours. Les magasins physiques restent ouverts, mais la panne touche des systèmes critiques hors paiement, inquiétant les investisseurs. L'action a chuté de près de 7%. Avec 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires online annuel, Victoria's Secret rejoint la liste des grandes enseignes retail ciblées par des attaques. C'est triste et ça devient notre quotidien, hélas. Le Bureau européen des unions des consommateurs, la BEUC, a déposé plainte auprès de la Commission européenne contre l'e-commerce en Chine, pour avoir eu recours à des techniques trompeuses, ce qu'on appelle les dark patterns. Les accusations contre Chine, elles s'intensifient ces dernières semaines. Et la Commission européenne a déjà donné 1 mois à l'e-commerçant chinois pour mettre fin à plusieurs pratiques qu'elle avait déjà jugées trompeuses ou abusives. Et maintenant, c'est une nouvelle plainte qui vient renforcer la pression sur le géant chinois. Alors, le BEUC est soutenu par 25 associations de 21 pays et a officiellement saisi la Commission européenne pour dénoncer cet usage systématique de dark patterns. C'est quoi la traduction en français, Adrien, dark patterns? Les interfaces truquées. Interfaces truquées. Voilà, c'est ces techniques un peu de manipulation en ligne qui influencent les consommateurs sur leurs décisions d'achat. Vous savez, c'est il n'en reste plus que 3 en stock, le petit chronomètre qui vous dit, qui vous alerte et qui vous donne un peu ce sentiment d'urgence. Et ben c'est ça qui est dénoncé. Financement, acquisition et performance financière de la semaine. Pinduoduo Holdings, la maison mère de Temu, a vu son bénéfice net chuter de 47% au premier trimestre 2025 à 1,8 milliard d'euros. Malgré cette baisse, le chiffre d'affaires progresse de 10%, tiré par les services marketing, les services de transaction. Cette stratégie d'investissement massif dans son écosystème vise à renforcer la plateforme sur le long terme, mais montre que Temu entre dans une phase de consolidation après sa croissance fulgurante. Ricom, acteur pionnier du recommerce fondé en 2022 et puis français, vient d'annoncer une levée de fonds de 4,5 millions d'euros. Alors avec cette levée de fonds, la start-up spécialisée dans le recommerce, donc dans l'économie circulaire, souhaite accélérer sa croissance avec l'ouverture d'un centre industriel de 3500 mètres carrés à La Courneuve, tout en poursuivant son développement international. Bravo Ricom. La fintech britannique Dojo vient de lever 190 millions de dollars pour renforcer sa croissance au Royaume-Uni et se lancer en Irlande, Italie et Espagne. Active depuis 2021, Dojo propose une plateforme cloud combinant paiement en point de vente, financement, gestion de réservation et plus de 140 000 entreprises l'utilisent déjà. Ils ont une solution de POS que je vous invite à regarder. La news what the fuck de la semaine, quelle est-elle, Adrien? Il ne vient pas me parler du divorce déjà consommé entre Elon je voulais que tu en parles. J'étais sûr que tu allais me mettre dans les news. Et alors ce matin, je me suis régalé au petit déj parce que moi je ne suis pas à l'actualité. J'ai commencé, mais j'ai fait le récap. Du coup, c'est génial parce que j'étais là. J'ai tout suivi, le début, le machin, quand il se clash, tous les punchlines. C'était trop rigolo. Enfin bon, je ne sais pas si c'est rigolo, mais en tout cas, c'est divertissant. Non, je voulais te parler d'autre chose. Bon, tu vas pas nous parler de ça. Non, mais bon, peut-être tout aussi triste. C'est à propos des paiements fractionnés, le BNPL. Les retards on a une étude qui est sortie là il y a quelques semaines qui nous montre que les retards de paiement explosent sur le BNPL aux États-Unis, avec 24% des utilisateurs BNPL en retard de paiement en 2024 contre 18% en 2023. C'est-à-dire qu'un quart des utilisateurs qui font du paiement fractionné ont des retards de paiement, et parmi ce un quart, la moitié ont dû payer des frais supplémentaires liés à leur retard. Cette montée rapide des défaillances souligne une vulnérabilité croissante des ménages et remet en question la durabilité du modèle BNPL face à un pouvoir d'achat sous pression. Et pour autant, l'adoption elle est croissante de ces services, de ces solutions. Mais ça fait depuis des années qu'on en parle, de ces microcrédits qui sont très dangereux parce qu'ils sont très faciles à activer malheureusement. Tu l'as vu passer ce chiffre? Ça te paraît ouf ou pas? Non, je ne l'avais pas vu et c'est quand même assez alarmant, assez inquiétant. Je savais que c'était élevé, mais je me dis pas à ce point. C'est l'un des dangers du BNPL, quoi. Un crédit vous engage. C'est ça la petite phrase qu'on nous dit là à la fin. Mais quand tu peux plus être engagé, c'est compliqué. La news inutile dont on s'emballait, Adrien. Je suis le seul qui s'emballait pas et qui adore ça. C'est YouTube, mon site préféré. YouTube. Je confirme parce que du coup, ce matin, tu prenais tes céréales, mais tu étais en mode... YouTube Short. Je sais plus avec quoi j'ai regardé. Non, je crois que c'était sur un article, mais bon, je regarde beaucoup trop de shorts. Tu lis aussi? Ouais, un petit peu. Mais là, c'était une vidéo, donc c'était plus rapide. Et puis j'ai une extension. Attends, ça peut être une reco. Oh, tu viens de me faire une reco qui était pas prévue. Alors je la donne parce que là, du coup, elle est une extension de ouf, mais que je vous conseille.
Alors attention, parce que là, les artistes vont me tuer. Ça s'appelle. J'en ai testé plein de ces apps, de ces extensions. Elle s'appelle Video Speeder et elle est super bien intégrée. Tu peux regarder en fois ce que tu veux, toutes les vidéos. C'est compatible avec toutes les plateformes. Donc voilà. J'en ai testé plein. Du coup, mais voilà, celle-ci, elle est qu'est-ce que ça sert à quoi du coup? Du coup, quand tu regardes une vidéo, justement, un récap de ce qui s'est passé entre Musk et Trump, une vidéo qui dure 6 minutes, tu dois le faire en x2 ou je sais pas quoi, et puis tu peux l'avoir. D'accord. Je ferme la parenthèse. Je vais te parler de quoi? De YouTube. De YouTube qui devient la première plateforme audiovisuelle aux États-Unis devant la télé et devant Netflix. YouTube capte désormais 12,4% de l'audience télé américaine selon Nielsen, surpassant la télé linéaire. Surpassant Disney aussi et Netflix pour le 3e mois consécutif. Alors là où j'étais choqué, déjà ça c'est extraordinaire, mais c'est que la majorité du visionnage, et franchement je n'arrive pas à y croire, la majorité du visionnage provient des téléviseurs. Et YouTube renforce sa position avec des formats pub façon télé, etc. La NFL comme événement sportif diffusé, etc. C'est une bascule historique qui valide la tendance qu'on voyait de toute façon ces dernières années. Le fait de visionner YouTube sur une télé, alors comme beaucoup de gens, on n'a pas de télé, nous, mais non, si, toi, t'en as, je crois. Non, je sais plus. Non, j'ai plus de télé. Ouais. J'ai un mur. Voilà, mais c'est bon, ça me paraît avec un rétroprojecteur. Ouais, okay. Mais je te confirme qu'on regarde YouTube comme ça aussi. C'est vrai? On regarde des clips, nous. Ah, ok. Ouais. Donc ça s'explique. Ça me paraît. Ouais, ok. Voilà, ça me fait penser un petit peu, tu sais, le mobile qui dépasse le desktop, YouTube qui dépasse la télé, etc. Ce genre de stats qui montrent que, voilà. Mais toi, tu peux nous expliquer ça, puisque tu es un accro de YouTube. Pourquoi tu es aussi fan de YouTube? Alors, déjà, est-ce que tu as toujours été fan de YouTube? Ouais, je crois bien. Je crois que depuis, depuis toujours, je paye YouTube Premium et je suis content de payer. Et quand des fois, j'utilise le téléphone ou qu'elle montre et qu'il a des pubs partout, mais etc. tu payes pourquoi? Pour éviter les pubs? C'est ça, tu peux éviter les pubs. Mais moi, j'adore les pubs sur YouTube. Au secours. Et okay. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un indicateur de tendance. Quand je vois que Shopify me balance plein de pubs, alors déjà j'adore regarder, je te parle de Shopify parce qu'ils inondent quand même pas mal le marché, mais du coup ça me permet un peu voilà, c'est un indicateur et je me dis ça va plutôt bien pour eux, et puis de voir le message aussi que l'annonceur emploie, c'est plutôt cool. Et je découvre aussi des produits comme ça. Alors moi je suis plus exposée à des services et à de la technologie, tu vois, genre des VPN, des trucs comme ça. Mais j'aime bien, vraiment. Et j'ai pas envie de payer pour couper la pub. Je suis contente quand c'est la pub sur YouTube. Je suis même pas sûr que tu puisses l'activer. Effectivement, si tu payes, tu vois plus la pub. Et puis il y a un deuxième truc que j'utilise, mais toi tu es team Spotify pour le coup, c'est YouTube Music, où j'utilise YouTube Music énormément. Non, mais bon, ça fait des années que je paye pour Premium. Effectivement, je passe ma vie sur YouTube à tel point que je désinstalle parfois YouTube parce que je passe trop de temps dessus. Donc voilà, faut une petite manip pour le. Ouais, non, mais c'est addictif. Et puis le short, c'est en mode TikTok, quoi. Tu commences à être bloqué dessus et tu passes ta vie dessus. Mais en fait, cette news, ça m'a aussi montré que ça y est, on est de l'autre côté, on est le côté des vieux. À partir du moment où la télé, YouTube, etc., ça devient le truc mainstream, il faut regarder c'est quoi les nouveaux canaux. Et du coup, je te parlerai justement en reco de ces nouvelles apps pour les nouvelles générations, quoi. Quoi de neuf chez nous? Mais que s'est-il passé cette semaine dans l'équipe Le Café de l'e-commerce? Ne stalkez pas, on vous dit tout ici et maintenant. Laetitia, c'est quoi ton actu? Il s'est passé quoi ces derniers jours? Pas grand-chose, il s'est passé plus de choses de ton côté, mais moi j'ai de l'actu qui arrive, de l'actu future. Bon, alors je dis un peu n'importe quoi parce que j'ai quand même été beaucoup sollicitée avec le projet de loi anti-fast fashion. Je pouvais pas forcément répondre à toutes les sollicitations. J'ai répondu à quelques-unes. Mais ce qui va nous animer, c'est plusieurs événements. Alors déjà, il y a non, je dis n'importe quoi, c'est la suite, c'est le 2e livre blanc sur TikTok Shop et plus particulièrement sur le live shopping qui vient de paraître. Donc ça, c'est la première chose. Je vous invite à le télécharger et bien évidemment, tout est en description. La deuxième chose, c'est que je vais participer à un événement sur la Gen Z. Tu parlais de ces tendances et ces nouvelles applications. Je vais être speaker sur un événement qui s'appelle Catch Me If You Can et je vais plus particulièrement parler d'e-commerce et des tendances de la Gen Z. Comment est-ce que la Gen Z consomme? Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que tous les clichés qu'on peut avoir sur la Gen Z, ils sont bien souvent faux et à débunker. Et c'est le challenge que je prends pour cet événement. Et puis enfin, Adrien, on n'oublie pas notre événement à nous, notre événement de fin d'année, le 1er juillet chez Valtech, notre gros événement TikTok. Alors, on en avait fait un premier, c'était sous un format petit déjeuner, ça avait cartonné. Et là, on s'est dit, c'est la fin d'année, allez, on fait la fiesta. Et où est-ce qu'on peut faire la fiesta? Chez Valtech. Donc, venez,
C'est ouvert à toutes et à tous. On vous prépare une programmation de fous furieux. Alors, on va pas parler que de TikTok, bien évidemment. C'est un prétexte pour parler de social commerce, mais on vous attend nombreux et nombreuses et ce sera un format after work. Et enfin, là, je me projette davantage, Adrien, puisque ça y est, là, on est en train de préparer NRF Europe. Et comme nous vous le disions lors du précédent épisode, eh bien, nous aurons un stand, un vrai café de l'e-commerce. On ne vous en dit pas plus. NRF Europe, c'est les 16, 17 et 18 septembre prochains, après l'été. Et ton côté, Adrien, je crois qu'on t'a vu partout, hein, sur YouTube d'ailleurs. Bon, on teste des nouvelles choses. Ouais, faut pas dévoiler encore quand on lance des trucs sur TikTok, parce qu'on est en train de tester, bêta-tester. C'est bon, voilà, c'est en cours. Quand ça sera propre et toute la peinture aura séché, là, on vous en parlera, on vous donnera les liens, etc. pour ne rien louper. Non, effectivement, cette semaine, il y avait un gros salon. Celui, c'est ShopTalk Europe. C'est la 3e année consécutive. Alors, c'est la 4e édition. C'est la 3e année où ils le font à Barcelone. L'année dernière, on était ensemble. Cette année, malheureusement, tu n'as pas pu être là avec moi. Donc, j'y suis allé. C'était intéressant. Il y avait l'ensemble de l'écosystème. J'ai pu rencontrer des auditeurs le café de l'e-commerce. J'ai pu rencontrer pas mal de personnes, croiser des gens connus ou moins connus. Je te propose d'en parler tout à l'heure parce que du coup, j'ai fait un petit récap pour les personnes qui voulaient suivre ça. Et effectivement, comme tu l'as dit, je me suis amusé à faire quelques petites vidéos pour couvrir ces 3 jours. Mais alors, Adrien, comment on peut les découvrir, ces vidéos ? Peut-être que LinkedIn, c'est le plus facile, non ? LinkedIn, vous pouvez suivre... pour toi, c'est plus facile, mais il y en a qui ont peut-être le TikTok plus facile, ou le YouTube Short plus facile, mais est-ce qu'on veut partager déjà tous ces trucs ? Bon, où je t'appelle le café de l'e-commerce. Bon, alors, c'est rendez-vous sur le café de l'e-commerce sur Instagram. Vous pouvez aller sur TikTok, et sur TikTok, c'est sur le nom de Butterfly Agency. Et sur LinkedIn, eh bien, vous allez sur le LinkedIn d'Adrien M. Mais toutes ces vidéos sont aussi disponibles sur le LinkedIn de Butterfly Agency. Likez, commentez, faites ce que vous voulez. Ou ne likez pas, ne commentez pas, on s'en fiche, faites ce que vous voulez. Si, allez-y. On a besoin de tous vos feedbacks. Allez-y. Dites-nous si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Exactement. Comment on peut s'améliorer ? Là, vous avez beaucoup vu Adrien. Peut-être qu'un jour, je ferai des vidéos, moi aussi. Il faut faire le truc de 1000 likes sous la vidéo et puis Laetitia apparaîtra, un truc comme ça. C'est ça, exactement. Ça va être bien. Non, l'autre actualité, c'était le Next 40 et le French Tech 120 ou 120, ou je sais pas comment ils prononcent. Ouais, bon, alors vas-y, parle-nous des startups françaises. Pas grand-chose parce que finalement, j'ai regardé ça un peu en diagonale. Il y a eu 11 nouvelles sociétés qui sont entrées dans le Next 40 et puis quelques-unes qui sont sorties. Il y en avait 3 que j'avais notées. Mano, Anker et puis la 3e, je l'ai plus de tête. En tout cas, pour nous, pour l'e-commerce ou le digital, j'avais rien vu de bouleversant. C'est un peu moins florissant que d'habitude, hein, pour notre secteur, qu'on se le dise. Ouais. Je sais pas si c'est peut-être parce que s'il y a la désillusion de ça y est, on sait que l'e-commerce, ça veut pas dire grand-chose, que beaucoup de ces sociétés avaient été survalorisées puis qu'aujourd'hui elles tirent la langue. Donc bon, on est un petit peu moins heureux de voir ces choses-là, où on gobe un peu moins toutes ces choses-là. Mais ça reste positif et ça montre surtout, si on reste un peu optimiste et chauvin, que la France est un pays qui innove, qui sait pousser ses startups et qui a des belles sociétés. Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Retour, Adrien, de ShopTalk Europe 2025 et donc retour sur cet événement. Cet événement ShopTalk Europe, je crois que c'est la 3e ou 4e fois, enfin je sais pas qu'on en parle. Donc c'est quoi ? C'est un événement à Barcelone, c'est un événement européen, c'est le pendant européen de l'édition qui a lieu aux États-Unis, qui a lieu en quel mois, Laetitia ? Alors il y en a plusieurs. Tu as ShopTalk Fall à Chicago, qui a lieu à l'automne, et puis ShopTalk Vegas qui a eu lieu juste après notre départ de Vegas d'ailleurs, c'était en mars. Oui, c'est ça, exactement. Plusieurs éditions. Là, cette édition européenne, on a 4500 personnes, c'est un peu plus que l'année dernière où ils étaient aux alentours de 4000 personnes, et puis les thèmes abordés, j'ai envie de dire c'est toujours les mêmes, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est les mêmes sujets qu'on entend dans l'ensemble des salons, l'IA, l'expérience client, le commerce unifié, le retail média, la supply chain, etc., etc. Alors Adrien, quels sont les thèmes qui t'ont marqué ? Laisse-moi deviner. Un peu d'intelligence artificielle ? Ouais, bravo. L'IA, l'expérience client, on va dire, c'est les 2 gros sujets. Franchement, tu en avais pour tous les goûts. En fonction de ton profil, tu pouvais retrouver ce que tu voulais. Sur l'IA,
toutes les techs proposent de l'IA. Tu vois un petit peu d'IA de partout. Ce que j'ai noté, c'est que ça devient plus un élément différenciateur. Là où encore il y a quelques mois, quelques années, on te expliquait. Ça y est, c'est mainstream. Un petit peu, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, tu te différencies plus par quelle IA tu utilises, quel LLM, etc. quoi. Ouais, tu utilises de l'IA, mais so what, qu'est-ce que tu fais? Donc c'est plutôt cool. Tu as moins d'overdose d'IA dans tous les sens. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sain. Et on est moins dans l'explication basico-basique de qu'est-ce que c'est que l'IA, comment est-ce que ça va t'aider, ça va pas remplacer les gens, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais du coup, l'IA, tu l'entends paradoxalement un peu moins que dans les autres salons, mais ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et puis la deuxième chose, c'est l'expérience client. Tu aurais adoré les conférences du Rituals. Alors, je ne sais plus où on l'avait entendu, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir écouté la même histoire de Rituals quelque part, où on expliquait que c'était une marque qui pousse l'expérience au maximum et qui veut l'incarner dans ses magasins et qui veut pas simplement être une marque de beauté, mais une marque de bien-être. Et il mettait en avant également le concept de Mind Oasis. Tu sais, c'est le flagship store à Amsterdam. Je suis sûr de l'avoir déjà entendu quelque part et je pense qu'on était ensemble, mais je sais pas si c'était aux US ou quelque part d'autre. En tout cas, toujours intéressant de voir le patron, le fondateur. Il me semble que c'était le fondateur de Rituals qui expliquait ce qu'il avait créé pour cette marque. On a Tendam aussi qui a parlé de fidélité. Tu aurais adoré la session en parlant de CRM, d'ultra personnalisation. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ont 26 millions de membres dans leur programme de fidélité qui drive 76% des ventes et ils ont analysé tout dans tous les sens. Et alors ça, j'ai beaucoup aimé. Alors, du coup, il a vraiment lâché les chiffres. Pour un client qui est sur aucun programme de feed, le panier moyen est à 27 €. Pour un client qui appartient à un programme de feed, le panier moyen est à 45 € par an. Pour un client qui est multicanal, on est à du 100 € par an. Et pour un client qui est multicanal et qui achète parmi les plusieurs marques et qui est membre de plusieurs clubs de Tendam, on est à du 150 €. Donc, on passe de 27 à 150 €. Donc, oui, l'omnicanalité, donc pousser en magasin, online, offline et pousser les membres, c'est quelque chose qui est important. Énormément de chiffres ont été mis en avant. Tu as du Canada Goose aussi qui a pris la parole. Enfin, tu as plein de marques qui ont pris la parole. Comme à son habitude, ShopTalk, ils ont des super speakers, des super belles marques et puis des gens très qui portent bien leur sujet, qui connaissent bien leurs propos. Donc ça, c'était côté scène, côté stage, côté keynote, mais côté stand, allée et tech, Adrien. Qui as-tu rencontré et qui a dérobé ton cœur lors de ce ShopTalk? Eh ben écoute, il y avait plein de... Ouais, je sais pas, je crois qu'il y avait une centaine de booths. Tout le monde... Enfin, d'ailleurs, non, il y a un truc intéressant, c'est qu'il y en avait énormément, un gros paquet qui n'avait pas de stand et qui était quand même là. Donc, avec qui j'ai parlé, j'ai dit, t'as un stand? Non, pas du tout. J'ai juste acheté un accès ou j'ai acheté des rencontres avec des marques ou des retailers. Il y a une boîte que j'avais rencontrée l'année dernière, je les avais pas mentionnées dans le podcast, mais j'avais bien aimé. Et il est revenu me voir, je crois qu'il s'appelle José. C'est une boîte qui s'appelle Enso, ENSOIA. Et je crois que leur site c'est tryenso.com ou .ia. Bon, vous recherchez. Encore une fois, qu'est-ce qu'ils font chez Enso? Alors, ce qu'ils font, c'est intéressant. C'est comment l'expliquer? Ils te recréent un site e-commerce full Gen AI. Donc, ils prennent ton site e-commerce existant, ton Shopify par exemple. Ils vont récupérer les informations. Ils vont te recréer un site from scratch et avec quelque chose de super interactif. Quand tu vas arriver sur le site donc créé, ils vont te demander Laetitia, qu'est-ce que tu veux chercher, des produits, je sais pas, pour la peau, pour les cheveux, pour ce que tu veux. Tu commences à répondre et le site se construit, s'adapte, la navigation s'adapte, le contenu s'adapte en fonction de ce qu'il connaît de toi et ce que tu leur as envoyé. J'explique super mal. Je pense qu'il faut avoir une démo pour bien comprendre. En tout cas, est-ce que tu l'as eu cette démo? Ah ouais, il me l'a montré et donc j'ai joué avec, j'ai commencé à bidouiller le truc, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. J'ai dit, mais déjà l'année dernière, il m'a dit, déjà l'année dernière, au débût, tu as entendu le pitch, tu croyais pas trop et à la fin, tu étais enthousiaste. Mais là, cette année, on a beaucoup évolué. Il m'a dit, en 12 mois, voilà tout ce qu'on a fait. Donc, je suis resté une demi-heure à discuter avec le fondateur. Cette startup, elle vient d'où? C'est une boîte espagnole qui cherche pas encore à lever d'argent. Ils sont 6 personnes, 5 développeurs et puis le fondateur. Et non, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font. Et puis, ils vont lever de l'argent l'année prochaine. Ils ont une dizaine de clients. Ils ont un très gros compte là qu'ils sont en train de signer qui peut être transformatif pour
pour eux. Donc, j'ai commencé à lui dire, mais tu pourrais faire ça pour des micro-sites d'influenceurs, tu pourrais faire ça pour la FAQ, pour le Mayac. J'ai commencé à lui donner des trucs et il m'a dit, non, mais Adrien, calme-toi, petit scarabée, tout ça, c'est prévu, on le sait. Donc voilà, intéressant. Très dur à pitcher. Dans notre roadmap. Ouais, mais je pense que c'est le genre de truc où faut le voir pour bien comprendre. Donc voilà, Enso, mais bon, il y en avait plein c'est dommage, c'est un podcast. Ouais, c'est ça, exactement. Bon. En tout cas, c'était pas mal. Tu l'as filmé? T'as fait quelque chose? Non. En l'occurrence, c'était vraiment, là, c'était sur je crois, le dernier jour, le mercredi avant que je parte, que je l'ai vu. Donc voilà. Et puis, il y a surtout pas mal de rencontres, effectivement, que j'ai pu faire, où j'ai pu faire des petites capsules, des petites interviews vidéo. Et ce que je te propose, c'est qu'on se les mette à la fin du podcast. Comme ça, ceux qui veulent les écouter ou en savoir un peu plus pourront les écouter. Et ces interviews, on n'oublie pas qu'elles existent aussi en format vidéo. Allez les découvrir sur les pages LinkedIn d'Adrien, du Café de l'e-commerce, de Butterfly Agency, mais aussi sur Instagram, Butterfly Agency, mais aussi sur TikTok, Butterfly Agency, mais aussi sur YouTube, Butterfly Agency, le Café de l'e-commerce aussi, je crois. Laetitia, l'année prochaine, ShopTalk 2026, tu viens avec moi ou pas? Ou tu me laisses y aller tout seul? J'espère être présente. C'est pas mon salon favori non plus. J'ai ouï dire qu'ils allaient peut-être changer d'endroit parce que moi la localisation, alors c'est bien, c'est à Barcelone, mais c'est complètement à l'autre bout de Barcelone. C'est toujours relou pour y aller, voilà. Mais j'espère pouvoir être en forme et être des vôtres parce que quand même Barcelone c'est cool. ShopTalk aussi. Il y a des petites améliorations, mais je serais ravie d'être présente. En off, la seule info que j'ai eue, c'est que ça sera toujours à Barcelone, mais que ça sera, je sais pas si ça sera dans un autre endroit, mais ça sera beaucoup plus grand. Donc j'ai l'impression il va y avoir un truc. Ouais, il va y avoir un truc. Je sais pas quoi, mais pour driver plus de monde ou un autre endroit, je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'était. Bon, alors je serai là. Voilà, on va tout faire. Si tu y vas, ça sera rempli, c'est certain. Géotech, c'est la rubrique qui met en perspective géopolitique et tech. Laetitia, cette semaine, enfin ces derniers jours, même ces derniers mois, il y avait un gros sujet d'actualité en France. C'était le projet de loi anti-fast fashion. Et très souvent, comme tu l'as mentionné, tu es très souvent sollicité par d'autres médias, des médias plus mainstream, pour expliquer ce qui se passe. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quel est le contexte de ce projet de loi et ce qui est en train de se passer? Eh bien, tu as presque tout dit, Adrien. Je ne sais même pas si j'ai davantage de choses à raconter, à part que oui, ça fait un moment que ce projet de loi existe. Il a déjà été validé par l'Assemblée nationale en mars 2024. Et rappelez-vous, en mars 2024, eh bien, tout allait bien. On avait une Assemblée nationale jusqu'à juin-juillet où on n'avait plus d'Assemblée nationale, ou en tout cas, elle était un petit peu ébranlée. Toutes ces choses-là, ça a mis à mal ce projet de loi, et ce projet de loi, il revient enfin sur la table de nos sénateurs, et ce projet de loi, il est un petit peu plus corsé parce qu'il vise vraiment à tordre le cou de la fast fashion, mais surtout de l'ultra fast fashion, et surtout de ces plateformes chinoises qui sont pour la plupart souvent tenus responsables de ce qui se passe aujourd'hui pour le retail français, mais pas que, parce que dans ce projet de loi, il y a des amendements qui visent aussi à la responsabilité des influenceurs et des plateformes. C'est quoi la différence qu'on fait entre la fast fashion et l'ultra fast fashion? Alors ça, c'est l'une de mes questions préférées. J'adore y répondre. La fast fashion, c'est un peu le modèle d'antan. C'était le modèle de Zara, d'H&M, qui pouvait mettre jusqu'à 2 à 3 semaines pour renouveler ses collections. C'est déjà hyper vite, c'est déjà hyper fast dans la mode. Mais l'ultra fast fashion, ce sont ces plateformes comme Shein et Temu qui, elles, arrivent à venir avec plus de 700 000 nouvelles références par jour, 700 000 produits, et qui sont soi-disant produits à la demande. Et comment est-ce que c'est possible, ça, de produire aussi vite? C'est grâce à la technologie, c'est grâce à ce mindset que ces plateformes ont, qui est un mindset très data-driven. Donc, c'est la data qui va donner de l'information de production. Donc, savoir si un produit qui n'a même pas encore été mis sur le marché, mais en tout cas qui a été prototypé ou alors construit grâce à l'intelligence artificielle, va plaire. Et dans la minute où on voit qu'il y a de l'intérêt pour ce produit, sans même qu'il soit parfois même acheté, il est mis en production et parfois même déjà acheminé. Donc tout va très vite. C'est aussi rendu possible grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi à tout ce système de production qui est
qui a beaucoup moins d'obstacles que la fast fashion. Donc, ce que j'aime bien dire, c'est qu'une fois qu'il y a un client qui a mis dans son panier, ça part déjà en production. Alors, si le produit n'est pas déjà produit, ça va très très vite. Il peut se passer 2, 3, 4 jours. C'est produit, c'est envoyé. Et dans 10 jours, eh bien, ça y est, vous avez votre produit qui, il y a encore 10 jours, n'existait pas réellement. Donc, c'est vraiment comme une usine connectée. Il y a du design, la production et de la livraison qui va très très vite. Si on parle de Chine particulièrement, c'est parce qu'il doit avoir un impact important. On mesure là l'impact économique de Chine en France et les dégâts que ça peut causer? Ah bah là, tu viens de le dire, effectivement, il y a un impact économique, mais il est plutôt défavorable. Chine, ça cartonne, mais ça laisse beaucoup de traces fiscales. Ça ne laisse aucune trace fiscale et sociale. Alors, quand je dis que ça laisse pas de traces, ça veut dire que ça ne crée pas d'emploi. Et puis surtout, ça s'exonère de toute fiscalité. Donc, alors, ce ne sont pas encore des voyous à ne pas payer de taxes, mais ils en payent très, très peu. Et il y a notamment cette loi aussi qui va viser à faire payer le consommateur son petit colis à hauteur de 2 euros. Mais en gros, Shein s'est passé de 400 millions à 3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en juste 5 ans. Ils n'ont pas de boutique, ils n'ont pas d'employés locaux et bien évidemment, ils payent très peu de taxes. Donc, c'est un point économique pour eux, certainement et sûrement. En revanche, pour la France, un peu moins. Du coup, là, sur le projet de loi, on en est où exactement? On est à début de juin. C'est quoi les dates? La deadline, c'est le 10 juin. Et là, on est dans les amendements. Ouais. Ça veut dire qu'on est en train d'amender, de retirer, de rajouter des choses pour soit alléger, soit renforcer cette loi. Et cette loi, elle a de fortes chances de passer, bien évidemment, mais elle a aussi de fortes chances de passer dans une version moindre parce qu'on connaît le pouvoir des lobbies et on sait que Shein vient de, par exemple, de donner, son PDG a donné une superbe interview dans Le Parisien, je crois. Alors, c'est une interview qui n'est pas superbe, hein, mais voilà, ce sont des gens qui prennent pas souvent la parole, mais ils savent qu'il se passe des choses. Et puis surtout, il y a un point très important, c'est que, tu l'as dit, toi, tout à l'heure, les acteurs comme Temu ont perdu, alors pas en chiffre d'affaires, mais en tout cas en attractivité, du fait des tarifs qui sont appliqués aux États-Unis, mais il y a eu une téléportation et un télescopage, notamment sur du marketing et notamment sur l'Union européenne. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que ces gars-là, ils ne sont pas sortis de nulle part. Shein, ça a déjà plus de 10 ans, hein, et c'est surtout une force technologique impitoyable. Et c'est ça qui est difficile à mettre à mal. C'est pas tant de dire aux consommateurs ce que tu achètes, c'est de la merde, et puis on va te taxer de 2 euros. C'est cette machine. Comment est-ce que tu arrêtes cette espèce de Frankenstein qu'on a, bon an, mal an, contribué à créer? Il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2 ans, 2 ans et demi, on était invité à un événement et on rencontre une personne de Shein qui nous explique qu'ils sont que peut-être 5-6 en France et son poste, alors c'est la première fois de ma vie que j'entendais ça, il est en charge du lobbying politique de Shein en France. Je lui dis, mais de quoi tu me parles? T'es un e-commerçant, enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Et non, alors il travaille dans une très grosse boîte, alors je me souviens pas, genre un Air France ou je sais pas quoi, non, un peu plus polémique, quoi. Mais donc, non, c'était un ancien politique, il faisait partie de l'équipe politique de Sarkozy. Ah, c'était un ancien politique en plus? Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Non, c'est du très très gros calibre. Et ces gens, ils faisaient partie des premiers employés de Shein en France, et ça, c'était il y a quelques années, donc ils ont très bien mené leur barque, ils connaissent très bien leur truc, et effectivement, ces derniers mois, quand on voit des politiques qui commencent à prendre position pour Shein, on comprend que il y a de l'argent, mais il n'y a pas que de l'argent, quoi. C'est les ficelles, les relations, etc. Les Castaner, les Gage, les Bolloré aussi, les Havas, voilà, c'est un mastodonte qui pèse, mais alors moi je parle beaucoup de l'aspect technologique, mais il y a l'aspect lobbyiste et politique dont tu parles. Ouais, mais donc Shein est très très intelligent. Faut pas les prendre pour des, voilà, faut prendre la menace très au sérieux. Enfin, je parle de menace ou en tout cas ils savent très bien ce qu'ils font. Donc on aura la réponse quoi? Le 11 juin, Laetitia, c'est ça? Le 10 c'est le 10 juin. Ouais. Le 10 juin. On saura. Alors, je ne sais pas si tu as vu passer ça, Adrien. La semaine prochaine, c'est Vivatech. Bon, nous, on n'y va pas avec Adrien. Ce n'est pas non plus l'un de nos salons préférés. Mais allez-y, franchement, c'est un beau salon. En tout cas, nous, d'un point de vue e-commerce, ce n'est pas notre salon préféré. Mais Shein était au programme. Et il devait y avoir, je crois, Donald Teng, qui est le CEO de Shein.
et The Good Goods, qui est un média que j'affectionne particulièrement, qui vraiment fait un vrai travail journalistique, notamment sur ces plateformes chinoises, a obtenu à grands coups de courrier et surtout de la communauté. D'ailleurs, la fondatrice de The Good Goods disait tout ça n'a été rendu possible que grâce à vous et à votre soutien et à la communauté. A obtenu, alors The Good Goods participait aussi participe aussi à Vivatech, a obtenu un espèce de déréférencement de Shein. En fait, ils participeront plus. Shein a été déprogrammé. Et donc, on n'aura pas de Shein à Vivatech. C'est quand même fou qu'on en arrive là, quoi. Tu vois, sur un gros événement, tu peux avoir Shein qui prend la parole. Et moi, ça me faisait penser aux États-Unis. Ouais. Non, Shein, ils prennent la parole tout le temps, sachez-le, vraiment. Et c'est un modèle de vertu et ils n'ont aucun souci. Enfin, voilà. En France, un peu plus compliqué, notamment au regard de ce qui se passe avec l'actualité politique. Mais en tout cas, Shein ne prend pas la parole sur Vivatech. Donc voilà, c'est deux visions du monde totalement opposées. Mais pour dire que Shein, voilà, ils sont aussi dans ces gros événements. Il y a autre chose, Adrien, tu as dû voir passer dans le projet de loi, c'est cette histoire de déréférencement. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'aujourd'hui, s'ils sont aussi puissants, Shein et Temu, c'est parce qu'il y a le bon jeu des plateformes que Meta a accepté les millions de dollars ou de yuan de ces plateformes pour nous abreuver de marketing digital. S'il n'y avait pas ces plateformes, peut-être on serait un peu moins exposé à ces plateformes-là. À voir. Et ça m'a rappelé Wish. Tu te souviens, on en avait parlé beaucoup. C'était le début du podcast quand Wish a été déréférencé. Ça y est, c'était le début de la fin. Reco micro, reco. Au micro, on fait notre reco. Écoutez-la, illico presto. Retrouvez toutes nos recos sur notre page Notion en lien dans la description. Et cette semaine, Adrien, tu es venu avec une superbe reco. Je ne sais pas si elle est superbe. Elle s'appelle What's Not. Est-ce que tu connais avant que je t'en parle? Oui, je connais puisque lors d'un reportage que j'ai fait pour TF1 sur TikTok Shop, c'était les prochains interviewés, c'était What's Not. Ils ont plus de 5 millions de downloads sur Android, sur Google Play. Donc, je ne sais pas sur Apple combien ils sont. Ils ont 4.7 avec 129 000 notes. Bon, autant dire que c'est énorme. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est une application. C'est une plateforme américaine de live shopping qui a été lancée en 2019 et qui combine vidéo en direct, mise aux enchères, interaction sociale, très très populaire aux États-Unis et qui vient d'arriver, qui arrive en France il y a 2 ans, mais j'en ai entendu parler là récemment parce que c'est en train de complètement décoller avec beaucoup de live shopping qui sont proposés. C'est un peu un mélange entre un TikTok Live, eBay, téléachat, un peu Le Bon Coin, et tu peux y retrouver un petit peu de tout. Alors, je l'ai testé. Ce qui est rigolo, c'est que le premier live qui m'a été proposé, c'est la vente de sacs Chanel à 2 500 €. C'est pas des faux, mais c'est rigolo, quoi. Alors, d'un côté, tu vends des cartes Pokémon à 50 balles ou à 5 €, et puis d'un autre, tu tombes sur ces choses-là. Et en scrollant un petit peu, donc j'ai créé un compte pour jouer un peu avec l'application, tu tombes vraiment sur tout et n'importe quoi. C'est fait avec 3 bouts de ficelle, avec le téléphone. C'est très très authentique. Du coup, ça semble très amateur, mais il y a pas mal de monde qui est connecté. Ça apprend tous les codes du live shopping que l'on connaît. Donc voilà la reco. Est-ce que c'est une reco que je vous conseille à télécharger? Peut-être pour tester. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va dans le sens du social commerce qui est en train de se réinventer, ou en tout cas continue à percer, et puis il y aura plein de solutions qui vont exister. What's Not, je connaissais pas, mais en tout cas, ils sont en très très forte croissance aux États-Unis et en France également. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cet épisode 233. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen, c'est de nous le dire, de le faire vivre, de le partager et surtout de mettre 5 étoiles. Adrien, on se retrouve la semaine prochaine. Ça y est, on reprend un rythme hebdo. Je sais pas, parce que la semaine prochaine c'est vendredi 13. Tu sais que je suis très superstitieux, donc je ne sais pas. Donc il y a moyen qu'il n'y ait pas d'épisode. On va voir. Mais en tout cas, sinon je ferai un épisode toute seule, ça peut être rigolo. Voilà, c'est ça, exactement. En tout cas, à très vite Laetitia, et à très vite les auditeurs. À bientôt.
Bon, du coup, Adrien, sur Whatnot, t'as acheté un truc? Non, mais j'ai un acheté, mais en fait, le truc que j'ai pas dit, c'est que j'en ai entendu parler pour 2 raisons. Un, ça cartonne, mais 2, il y a des arnaques de ouf là-dessus. Donc en fait, je voulais regarder et ça me faisait penser un peu à Bigot, quoi. Enfin, tu sais, c'est Cassosphère qui poste ces trucs, c'est n'importe quoi. Donc non, mais en fait, c'est ça le truc, c'est très vite quand tu vois ce genre de truc, tu dis, mais c'est pourri, c'est qui va là-dessus? Bah oui, tout le monde sauf toi. Donc réveille-toi, tu fais pas partie des gens normaux. Et il y a des lives constamment. Après, sur TikTok Shop aussi, j'ai entendu pas mal d'arnaques et de choses comme ça. C'est une nouvelle ère du commerce et c'est vrai que la partie fraude et sécurité est quand même pas très très carrée sur ce sujet-là. Bah, c'est surtout quand tu fais du C2C, quoi. C'est cette partie-là qui est un peu compliquée. Après, voilà, je regardais. Bon, déjà, ils sont en noir et jaune couleur LCDE. Et c'est un peu le bon coin, en fait. C'est exactement ça. C'est le live shopping du bon coin. C'est exactement ça. Ouais. Et du coup, je me disais pourquoi le bon coin ne pense pas au live shopping. Ça pourrait être cool, et puis il y a le système d'enchères aussi, qui est gaulerie. Ça commence à 1 balle et puis tu mets de plus en plus, donc tu peux faire peut-être des bonnes affaires. Mais tout ça, pour moi, c'est trop cassage de crâne. Je suis pas convaincu. Si j'ai besoin de quelque chose, je tapais justement ce matin Switch 2. Bon, ouais, c'est trop récent pour ce truc peut-être, mais je tapais des trucs que je sais pas si quand tu veux un produit, tu vas taper dessus ou c'est plutôt tu te laisses engrainer, tu te laisses porter. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Exactement. C'est plutôt le deuxième. Et du coup, on en a pas parlé. Alors Switch 2. Bah non, mais c'est banger. Mais moi de toute façon, non, mais moi je suis le genre de personne qui, tu vois, je suis pas du tout. Ouais, bon, tu l'as acheté, t'as acheté Mario Kart, machin. C'est vraiment. Moi j'ai game adoré. changer. L'écran est plus grand. Et ton fils aussi. Voilà, il a adoré. On s'est mis ensemble. Il a mis son argent de poche dessus pour l'acheter, donc il est content. Trop bien. On a eu presque pour 700 balles, donc hors de prix. On a pris le. Oui, parce que la console déjà 500, le jeu 100 balles et la manette et puis le case pour le ranger. C'est ça. Donc non, elle est chouette. Tous les jeux, les anciens jeux sont compatibles sur la Switch 2, donc ça c'est cool. Ah ouais, ça c'était ma question. Tous les jeux dématérialisés, mais ça c'est surtout ça le banger. Tous les jeux dématérialisés, parce que moi j'achète beaucoup en dématérialisé, ils te connectent à ton compte et tu peux les rétélécharger sur ta Switch 2. Donc c'est génial. Tous les jeux tu peux les retrouver. Non, franchement, pour moi c'était, elle est top. Elle est chouette. Et donc du coup, mon fils est allé ce matin là. Nicolas il est parti ce matin à l'école. Il a dit à tout le monde qu'il a la Switch 2, il était trop fier. C'est devenu la Rosta. Mais grave. Chose que j'étais pas moi à mon époque. J'étais le pouilleux, tu vois, qui avait rien du tout, qui allait gratter l'amitié des riches, quoi. Et donc là, c'est la Rosta. Et il organise samedi, pas ce demain, mais la semaine prochaine, journée après-midi goûter Switch 2. Donc il a sélectionné ses copains. La cote de popularité est remontée en flèche là. Non. Franchement, la console, elle est top. Mais bon, les notes, les reviews, etc., elles sont pas. Ils disent pas. Enfin, voilà. Mais c'est toujours ça. Les experts vont expertiser, mais les fans, ils achètent. Et de toute façon, il y a énormément de fans. Donc voilà. Donc à acheter. Toi, tu l'achètes quand? Les filles, elles sont fans? Ouais, elles sont fans, mais franchement, ça va quoi. Ça va quoi? Et, elles ont dit, elle a 10 ans. Dis la mère qui roule en Tesla et qui s'achète des sacs Chanel. De quoi tu parles? Je m'achète pas de sacs Chanel déjà. Ok. Ça c'est faux. Non, après, non, c'est juste dans l'idée que c'est pas comme ça que t'as la Switch quoi. Si t'as félicitations. Moi, il a mis de son argent de poche. Donc, tu vois. Donc, je me dis. Moi, j'attends la fin de l'année. Okay. J'espère que le bilan sera très bien. En tout cas, ce qui pousse aussi le truc, c'est qu'il n'y aura pas de réduction. Enfin, ils font jamais de promo. Ah non, il n'y aura jamais de promo. C'est vrai que tu achètes maintenant ou dans 3 mois, 6 mois, tu sais que tu vas pas payer le même prix à peu près. Donc, non, mais je veux donner de la valeur au truc. Ouais. C'est ça. Qu'ils comprennent que c'est pas aussi simple. Et je lui ai posé la même question. Je lui ai dit, mais il y en a déjà qui l'ont précommandé et tout. Elle m'a dit oui. Et oui, dans plein de Fnac, elle est en rupture de stock. Mais là, moi, je suis en banlieue. Donc oui, mais je lisais qu'apparemment, dès lundi, mardi, ce serait régularisé. Quoi. Voilà, c'est ça. Ils ont anticipé, c'est pas des guignols. Voilà. Mais non, mais parce qu'il y a quelques. Enfin, au lancement, c'était il y a 9 ans, je crois, un truc comme ça. 9-10 ans. Et rupture de stock pendant plusieurs mois. C'était juste catastrophique. C'est pour ça qu'après. Et t'as eu quoi comme console, toi? Moi, j'ai eu toutes les consoles. Ah non, si on commence là-dessus, on va dire. Toutes les consoles. Tu peux. Super Nintendo. Mais non, mais attends, ça commence même avant. C'est Master System. Tout ça. Alors, vas-y. Et alors, pour les 1% d'auditeurs, Master System, Mega Drive. T'étais un clodo et que t'avais rien du tout. Oui, c'est vrai. Mais on était 9 enfants, donc chacun, on se partageait les consoles. Non, mais voilà, on se partageait les trucs, quoi. Non, j'ai eu, je crois, toutes les consoles, mais jusqu'à la PS2. Et elles sont où maintenant? Mais elles n'existent plus. Enfin, je sais pas, ça a été revendu. Non, tu les as pas. Non, je garde pas. Je suis pas collectionneur. T'es un collectionneur. Non, je suis pas collectionneur. Mais après, tu sais, t'as l'émulation. Donc, tu peux rejouer à tous les trucs. J'avais configuré justement la Switch, je l'avais hacké, la 1, et puis le Steam Deck pour émuler les trucs. Mais cette discussion va trop loin, Laetitia. Quoi non, mais ça m'intéresse. La pire console, c'était laquelle? La pire console, c'était la Wii U, je dirais. Ouais. La Wii, c'était pourri. Non. Wii, c'était bien. Wii U, c'était quand même bien naze. Parce que l'écran était pourri.
La DS c'était cool. Non, ouais, je sais pas, Wii U, je dirais. La Xbox, c'était bien ça? Ouais, non, si, parce qu'après, c'est les jeux qui étaient très très cool. Ah, je sais pas, c'est dur de dire la pire console. J'arrive pas à répondre à cette question. Bon, bah, en tout cas, ils ont tous aussi des souvenirs, des moments de ta vie que tu l'as eu, etc. qui te rappellent certains trucs. Donc, Mais toi, t'es une gameuse ou tu fais semblant de t'intéresser? Mais pas du tout. Ah non, mais moi, pas du tout. Je suis pas gameuse. Le seul jeu auquel je joue, c'est Just Dance avec mes filles. Mais il faut que je te raconte un truc. On a ShopTalk à Barcelone, il y a une borne d'arcade. Et tu sais, je suis fatigué. Ah, je sais. Nadia m'a envoyé les vidéos. Non, attends. Elle m'a dit, regarde comment il travaille. Non, et un autre truc, c'est qu'à un moment donné, donc il y a un kidam, un mec là qui passe et tout ça. Et je lui dis, tu veux jouer? Parce que je cherchais des gens avec qui jouer, parce que c'était nul les gens que je connaissais. Et je dis, viens. Et je dis, ouais, c'est la première fois que je joue à Street Fighter, machin. Je l'ai explosé. Il a dit, ok, je m'en vais. Donc je cherchais, j'étais presque prêt à payer des gens pour qu'ils viennent jouer contre moi. Et c'était ma petite, mon petit moment. Mais t'as pas joué contre Alexis ou Nadia? Mais si, ils ont tous mis. Vas-y, les yeux fermés. Bon, bref. Non, mais bon, bref. Super. Bon, bah, c'est jeuxvideo.com. Ça y est, on a tourné. Parce que quand t'es là, t'aimes pas les jeux vidéo, donc je peux rien faire, quoi. Le podcast de Béja, là, sur jeux vidéo. Oui, et tu sais, j'aime bien rappeler, les jeux vidéo, c'est l'industrie qui prend le ciné, le machin, un truc tout réuni, ça pèse moins lourd que le jeu vidéo. Donc ça justifie un petit peu la geekerie. Ouais, la seule chose que j'ai retenue dans le jeu vidéo, c'est que cette semaine avait lieu le procès des gars d'Ubisoft pour harcèlement. Non, j'avais pas vu ça. C'est la seule chose que... Ah si, c'était là. C'est vraiment des gros dégueulasses, ces gars-là, quoi. Ils faisaient des choses... laisse tomber. Et donc quoi, alors, ils ont été condamnés ou pas? Je sais pas, je crois qu'il n'y a pas eu encore de décision, mais c'était... Bon, déjà, le procès il devait avoir lieu en mars, il a été décalé là à juin, mais je crois qu'il n'y a pas encore eu de décision. Mais franchement, on va voir les trucs. Non, je veux pas y aller. Je vais rester sur mes vidéos de Mario Kart. Plutôt. Ouais, voilà. Je crois que c'est un peu plus fil. Voilà, c'est la seule chose que je savais, mais je savais bien évidemment pour la Switch. Et voilà, mais je ne serai pas tout de suite pour ma fille. Je vais attendre qu'elle ait les félicitations plus et on verra peut-être qu'elle ait une bonne note à sa compète demain. Voilà. Bon bah bravo, c'est le modèle de la mère, de la mère, pardon, hyper exigeante. La méritocratie. Voilà, exactement. Bah oui, hein, franchement. Ok, bon bah écoute. Super, on part en Montessori et on s'en fout complètement, ou en ghetto-souris. Ouais, tu connais cette tendance? Non, je sais pas, mais moi je veux bien aller, parce que j'ai testé Montessori, ça n'a pas du tout fonctionné, merci à revoir. Pour moi c'est poubelle. Alors va sur TikTok et tu vas voir, il y a l'envers, c'est ghetto-souris. Et c'est les darons un peu comme moi, quoi. Non, mais attends, mais moi j'ai grandi en ghetto-souris, j'ai fait mon fils Montessori, j'ai regretté, je dis vas-y, retourne dans le ghetto, t'apprendras la life et ça va être beaucoup mieux. Donc non, je connais pas. Ça, franchement, j'adore. Je pense. Mais regarde sur TikTok, ghetto-souris, tu vas rigoler. Ouais, bon, si c'est pas trop hardcore, parce que franchement, on a tendance à un peu oublier. Non, mais après, bien sûr, il y a des trucs un peu hardcore, mais il y a des trucs, je pense que tu risques de reconnaître ta vie. Quand je discute avec certains, quand je discute avec certaines personnes sur l'éducation dure et tout ça, on dit c'était. Je vais pas dire c'est bon vieux temps, parce que moi je suis à l'opposé de ça maintenant, mais bon, bref, c'était une autre. Je sais pas si c'était un autre temps. C'était pas mal, hein, écoute. Oui, parce qu'en fait, ça a fait qui on est aujourd'hui, donc on se dit, on n'a pas tourné mal, mais bon, c'est toujours le biais du survivant. 99%, ils sont cassés du cerveau, et puis ils ne réussiront à rien si. Bon, bref, je sais. Moi, je serais curieuse de voir ces enfants Montessori avec du chat GPT dans le travail dans quelques années. S'ils s'en sortiront ou pas. Ouais, ça doit être rigolo. Et ouais. Chat GPT dira, j'accueille tes émotions, je comprends tes émotions. Mais putain, mais toi, t'as fait là. Ouais, en plus, on a appris qu'il fallait insulter les IA, donc pour que ça fonctionne mieux. Donc ça m'a rassuré. Bon, tiens, on se voit la prochaine fois. Si je suis pas en train de jouer. Ciao. Bah ouais, je vais me mettre à jouer. Ah plus. Voilà, ça, on pourra organiser ça, un truc, je sais pas comment ça marche sur Switch ou quoi. Un truc, ça sera Discord. Bon bref, c'est d'autres projets. Peut-être s'il y a vraiment beaucoup de gamers. Écoute, le 1er juillet, venez tous. Voilà, on va plutôt faire. Non, on va faire un autre truc. C'est les enfants des auditeurs vont se connecter avec Adrien pour qu'ils jouent à la console. C'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, enfin dit comme ça, c'est un peu chelou. Ah ouais, non, c'est clair. Se connaître pour jouer avec un adulte. Tu regardes trop les trucs des procès. Voilà, exactement. Exactement. Bah là, j'étais 2 semaines allongée. Je peux dire que j'ai passé en revue les procès P. Diddy, Ubisoft, tous les trucs bien dégueulasses. Bon allez, bref, ciao. Hi Matt, how are you? I'm good, how are you? Yes, very well. Matt, can you introduce yourself? Yeah, sure. I'm Matt Brightwell. I'm the Senior Partnerships Manager here at ShopTalk. And Matt, thanks to you, we are here. Can you talk to us about this year edition of ShopTalk Europe? Yeah, absolutely. This is actually the 4th edition of ShopTalk Europe. It's the 3rd in Barcelona. Yes. It's our biggest yet. So we've got about 4,500 delegates on site right here now. We have over 165 speakers on our stages. We have a keynote stage and 4 other track stages.
And we have over 165 brands, retailers and brands in attendance. So it's an enormous show. That's impressive. I think that what is unique about Shop Talk, of course, is the experience of the event. You need to come here to feel it. Definitely. And also the level of people that are speaking on stage. I mean, Yes. you have like amazing brand and people are at the top exec or founder, Yeah, right? we pride ourselves on that. It's our point of No difference, slides I think. and really like having No good talks. slides, and we always go for a C-suite presenter in retailers and brands. I think the difference between us and other shows is that we're a very senior show. So 1 in 3 delegates are C-suite that walk the floors, Yeah. and all of our speakers are C-suite. And talk to me about how international is this event. Everyone speaks English, of course. We are in Barcelona, so how many people are from Spain or Southern Europe? Do you have like those numbers in mind? Yeah, absolutely. So it is an English-speaking event, Yeah. but it's a completely pan-European event. So we're very passionate about getting every country's representation. Yes, it's in English for the whole show, but in terms of our percentages, our largest percentage is UK, probably because it's English-speaking. But then we have strong representation in Spain, obviously, France, Germany, Scandinavia are here in their numbers. Eastern European, our Balkan friends come in quite a lot of numbers as well. So I talked to someone coming from Australia. yeah, we have people some from people everywhere. Yeah. coming over from all the way over, and a lot of Americans who know Yeah. our sort of mother brand, Shop Talk, which takes place in March. A lot of people that attend there come to Europe as well. I remember 3 years ago in Barcelona, we were with Laetitia, the only French people, kind of. There's much more. We still need more French people, so We come do. to Shop Talk We do. Europe. But I still see much more French, so I see it's coming more and more international. So Definitely becoming congratulations. more and more international every time. So talk to me about this year edition. It's something about cosmic retail, right? Yeah, absolutely. So we've taken inspiration from Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Yeah. And really it's taking us on a journey of innovation. So what's next for retail? We pride ourselves on Shop Talk being the home for retail innovation. And really we're asking the question of what's next? Where are we going next? And we're trying to answer that right now at this show and discover that through the amazing speakers that we have and the amazing exhibition floor packed with retail tech innovators that are really posing the questions of where do we go next. I really like something that you are doing this morning from 8 to 9. You have a kind of a breakfast session with only retailers, and you have those table talks. And Yes. there's no one from Shop Talk, just brands between them, and they talk about different topics, It's a right? place for them to go Yeah. to meet their peers, to meet in a 7-8 in a people safe max per environment. table. And then you just talk about what your topics Yeah. are, what are your challenges, what solutions work for you, and I might be able to take that to my business and fix it. One, so I talked to some of my friends. One had the table, the theme was, the topic was AI. So Yeah. very interesting. The second one, the future of retail. It's so broad, but So it's very broad. interesting because everyone But is that's talking why about. we're all here, Yeah. because we're trying to define it. Yes. Yeah. So talk to us about what's next. What's coming next for Shop Talk? Well, we have our US shows. So in September, we have Shop Talk Fall in Chicago. Yeah. On the 28th to the 1st of October, we have Grocery Shop for CPG. That's in Las Vegas. Yes. And then we move to Abu Dhabi in January. So we have some really big news that we are launching Shop Talk Luxe for the luxury market. So it's retail elevated. And that That's encompasses amazing. not only our premium brands, Gucci, Chanel, but also high street retailers that are looking for elevated consumer experiences. So it's going to cover a wide area of luxury retail, and we are so excited. And that's in Abu Dhabi in January 2020. That's amazing. So it's the first time you do this event. How First many time we people do do it. you expect to have? Around 2,500, we think, for the first time. We're busy collating our advisory board, which we've announced already. Some amazing brands on there. And we're now filling our C-suite speakers up for the stage. And it's going to be at the amazing Emirates Palace Hotel. It's going to be outside, so the exhibition floor will be outside. Amazing. Meet up on the beach. It's going to be crazy. It's going to be brilliant. And next year, are you back here for Shop Talk Europe 2026? Shop Talk Europe 2026. Put a note in your diary, 9th to the 11th of June. We're here and we're going to be bigger. Bigger, more people, bigger, more space. Yeah, more space. It's going to be exciting.
But that's all I'm going to say right now. Okay, I look forward. Do you have the theme or the topic you don't know yet? Not yet. Last year it was Mission Impossible, right? Was it something? Was it last year or 2 years ago? Shop Talk Fool. Ah, okay, Yeah, exactly. You always have those funny things, so I'm always curious to discover. We go away and we come up with the ideas. That's good. Thank you very much, Matt, again. Pleasure. Congratulations for this session, for this edition, and see you very soon. Thank you, Adrian. Je suis avec Pascal. Bonjour Pascal. Salut Adrien. Ça va? Bah oui, très heureux de te voir ici. Bah moi aussi, quelle surprise. Pascal, qu'est-ce que tu fais ici? Et surtout, qui tu es? Présente-toi peut-être en 2 mots. Ouais, très bien. Donc, je suis stratégie lead monde sur le retail pour Valtech. Donc, Valtech, groupe français à l'international maintenant, avec près de 7000 collaborateurs. Un gros business sur la partie e-commerce. Donc, pour nous, c'est très important d'être présent ici avec des équipes pour voir les tendances, suivre ce qui se passe et rencontrer nos partenaires et aussi les clients ou prospects. Tu m'avais dit que tu as assisté à plein de conférences. Est-ce que tu peux me donner un peu, est-ce qu'il y a des thèmes qui se dégagent? Est-ce que tu as ressenti des choses particulières? J'étais heureux, on n'a pas beaucoup parlé d'IA. D'IA, je suis d'accord avec toi. Ah, on est d'accord. Ouais. Il y a de l'IA partout, oui. Mais il n'est pas galvaudé comme certaines autres éditions. Exactement. On n'est pas là dans un acid trip à nous faire une débauche d'IA. On est pas mal revenu sur les marques qui finalement ont envie de retravailler leur proposition de valeur et donc l'émotion qu'elles peuvent dégager. Donc en un mot, si la marque a du mal à exister, on va se dire que tout ce qu'elle peut faire autour, c'est compliqué. Après, on se rend compte en réalité que les marques ont besoin de tout faire. C'est ça le problème aujourd'hui. Les marques qui nous disent qu'elles font de la croissance, c'est des marques qui continuent à développer un réseau de magasins. Néanmoins, elles nous disent aussi, sans le e-commerce aujourd'hui, on n'existe pas. On a besoin de ce pont entre finalement le monde virtuel et le monde physique. D'autres nous disent, sans le social shopping demain, ça va être compliqué parce que finalement la réussite de TikTok, c'est d'avoir fait du tout en un. La découverte, le divertissement, l'émotion et la conversion. Donc on se rend compte que la vie pour les marques est de plus en plus complexe, avec un écosystème de plus en plus fragmenté, et que néanmoins, tu as besoin d'être présent sur l'ensemble des points de contact pour une marque qui veut vraiment être compétitive, réussir et être pertinente pour ses communautés. Et tu vois aussi que tu as plein de projets, mais il y a toujours la roadmap interne à gérer. Je parlais avec pas mal de marques d'enseignes qui voient des trucs super cool, mais ensuite il faut aller retourner en interne, aller se battre pour pouvoir prioriser parce que les roadmaps explosent. Oui, la gouvernance en interne et les contraintes budgétaires, contraintes humaines aussi, la capacité d'une organisation à pouvoir absorber la roadmap dont tu parlais. Tout ça fait que, sans parler de l'adoption, ou même la conviction, parce qu'aujourd'hui, faire passer l'IA générative des experts à un COMEX, c'est pas si simple. Tout le monde en est convaincu, mais par où on démarre? Quels sont les use cases qui nous semblent vraiment importants pour une marque pour générer plus de business ou des économies d'échelle? Tout ça fait que c'est encore là où le plus souvent ça bloque. Pascal, tu vois là, il y a peut-être une centaine de tech. S'il y en a une que tu pouvais choisir, un truc qui t'a marqué, peut-être une nouvelle ou un partenaire avec lequel tu bosses. On est hébergé par Bloomreach. Alors vas-y, Bloomreach en une phrase. C'est des solutions de e-commerce qui sont, on va dire, motorisées par de l'IA et qui permettent en fait de faire de la personnalisation à la fois. Exactement. Alors, sur de l'engagement, sur de la découverte produit, mais aussi sur du marketing automation. Alors, ça c'est l'engagement, et puis sur le social. Et ils viennent de lancer aussi un agent conversationnel qui s'appelle Clarity en 2025 et qui va faire de la personnalisation. Alors c'est plus les shopbots parce qu'on n'a plus le droit d'utiliser ce terme, ça fait has-been. Mais c'est des solutions de personnalisation autour d'un écosystème digital de commerce pour une marque. Et toutes les techs vont se battre pour avoir justement cette interface qui va remplacer peut-être le moteur de recherche, peut-être remplacer le chatbot que tu parlais, la FAQ, etc. Donc c'est stratégique. La couche applicative qui est motorisée par de l'IA, qui va permettre de la recommandation personnalisée. En fait, tout ce qu'on promet dans sur notre beau marché depuis 15 ans, qui n'a jamais été atteignable, on va pas se leurrer, et que potentiellement on pourrait avoir dans un futur proche, tout en respectant quand même les normes RGPD, parce qu'elles sont toujours là, on est toujours sur le continent de la réglementation, et il faut être sensible à ça aussi. On te retrouve où? Alors c'est quoi les prochains événements que tu vas faire?
C'est une très très bonne question. NRF Europe peut-être en septembre ou pas Oui, forcément. je pense. Alors, je sais pas si c'est un NRF Europe parce que je me demande Tech si... for Retail en novembre. Tech for Retail, certain. NRF Europe, j'attends de voir qu'est-ce que la NRF va apporter à cet événement qui ne nous semblait pas déterminant, mais qui était important parce qu'associé à l'événement de Monaco. Je suis d'accord. Donc on attend. Mais potentiellement, on est curieux et excité à la fois de voir la NRF démarrer et débouler en Europe, à Paris principalement. Et Pascal, tu sais qu'avec Laetitia, on organise un événement chez Valtech le 1er juillet prochain. Alors je te l'apprends, si tu sais. Fin de journée le 1er juillet, donc on se reverra le 1er juillet dans tes locaux. Écoute, et puis peut-être à la rentrée alors pour d'autres événements. Toujours très très heureux de vous recevoir et de vous avoir parmi nous. Merci C'est un bonheur. Pascal, bonne fin de Merci salon. beaucoup, Après, Adrien. salut. Ciao, Ciao. à très bientôt. Et je suis tombé nez à nez avec Charline de Laura Merlin. Coucou Charline. Hello, comment Charline, ça va? très très bien. Ravi de te voir ici à Barcelone. Pareil, quelle surprise. Tu peux me dire un peu qui tu es pour les personnes qui te connaissent pas et qu'est-ce que tu viens faire ici à ShopTalk? Alors moi je m'appelle Charline Hutin, je suis directrice de l'innovation chez Leroy Merlin France. Et ce que je viens faire à ShopTalk, j'imagine comme toi, faire un peu de veille, regarder, détecter les bonnes solutions innovantes. Et surtout demain je participe à une Table Talks. Alors le thème de la Table Talk de demain c'est quoi? C'est comment construire une organisation prête pour l'innovation dans le retail. C'est un peu complètement... Ce que vous faites, c'est ta vie. Hein. C'est ma vie, c'est en tout cas la mission. Et les 2-3 sujets que tu vas aborder demain lors de cette Table Talk? C'est expliquer à quel point l'innovation chez nous c'est un mindset, c'est pas juste une méthode, etc. Et que notre mission, c'est comment on arrive à amener de la culture innovation dans une grosse entreprise qui est centenaire. Et puis comment on fait pour que chaque collaborateur puisse détecter les bonnes solutions, puisse tester aussi, apprendre vite et puis mettre en place tous ces apprentissages qu'ils ont eu lors des tests, en fait, tout simplement. Merci beaucoup Charline, bon salon à toi et à très bientôt. Salut Adrien. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Très très bien. Et je me retrouve avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Salut Adrien. Benjamin, est-ce que tu peux te présenter qui tu es et ce que tu fais chez Shopify, petit acteur de l'e-commerce? Ouais, merci. Je suis en charge de l'expansion des partenaires en IMIA et je m'appelle Benjamin Lang. Ouais, tu vois très très bien l'écosystème parce qu'en l'occurrence, on en parle en off, tu travailles avec tous les partenaires en Europe qui veulent monter en compétences ou qui sont déjà sur du Shopify et quand on voit la traction qu'il y a de Shopify sur le marché, tu parles avec tout le monde. Je parle avec tout le monde aujourd'hui et c'est vrai que des acteurs comme des acteurs dans le segment entreprise sur lequel on nous voyait peut-être assez peu il y a quelques années, aujourd'hui c'est un secteur où on a énormément de traction. Donc assez excitant comme phase, ouais. On est à ShopTalk, je suppose que vous avez des annonces. Il y a Horizon qui est arrivé il y a quelques semaines, ça c'était des centaines d'annonces, mais si on se consacre là sur cette semaine ShopTalk Europe, il y a des annonces particulières que vous avez faites? Pour nous, c'est toujours continuer à développer ce sur quoi on est fort, tu vois. Donc l'approche entreprise, c'est quelque chose sur lequel on est assez concentré. Et ShopTalk, ça résonne bien sur cet environnement-là. On a évidemment énormément de choses qui arrivent autour de l'intelligence artificielle. Enfin, aujourd'hui, tu vas l'entendre à tous les coins de rue, à tous les coins de rayons sur le stand. Et c'est quelque chose sur lequel nous on pousse aussi beaucoup. On a énormément de choses qui arrivent là-dessus. On a dévoilé pas mal déjà sur un Unify Editions qui a été dévoilé il y a 2 semaines, la semaine dernière. Ouais, il y a quelques jours. Ouais. Il y a quelques jours, c'est ça. Et on a encore plein de choses qui arrivent, qui sont en train d'être cuites là dans notre cuisine. Ça va être excellent. Le partenariat avec Talent One, ça va aussi là-dedans. C'est travailler avec l'écosystème, avec des partenariats pour faire du grand compte, de l'omnicanalité, du commerce unifié, etc. Et puis toutes les fonctionnalités, vous continuez à améliorer la plateforme de l'entreprise, du B2B, du POS, etc. Notre écosystème partenaire, il est assez clé dans étendre la capacité de la plateforme, et des partenariats comme Talon One, c'est des choses qui vont dans ce sens-là. On a énormément de partenaires tech qui vont aller rajouter cette brique de compétences plus profondes sur notamment le segment entreprise. On fait pas mal d'activités avec eux sur ces 3 jours de ShopTalk. Et de façon générale sur des stratégies go-to-market un peu partout en Europe. Donc c'est assez excitant d'être là aujourd'hui. Ouais. Shopify, dans 3 ans, c'est quoi comme boîte? Elle fait quoi? C'est une bonne question. Ça change tous les 6 mois. Ouais, ça change. Avec des acquisitions, des repositionnements, etc. C'est un peu le bonheur de travailler dans une boîte qui bouge aussi vite. C'est que c'est difficile de prédire où on sera parce que ça bouge très vite et on est vraiment sur un plan à 100 ans. On veut construire une boîte qui aura 100 ans, qui va tenir 100 ans. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller être au devant de l'innovation du jour. Évidemment, l'adoption de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire il y a des années déjà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est assez en pointe sur le sujet et qu'on va faire que accélérer sur ces thématiques-là. Donc je pense que dans 3 ans, ce sera certainement une boîte qui sera AI commerce driven, tu vois. Et donc ça va être assez excitant et en fait, on l'est déjà, on va dire. Donc en 3 ans, ça va être assez marrant de voir où ça nous aura amené. Merci beaucoup de ton temps. Bonne fin de salon pour toi et au plaisir de se revoir très vite. Salut.